Bonjour, aujourd'hui une des figures les plus célèbres de la guerre de Cent Ans, Bertrand du Guesclin. Jamais depuis le temps d'Alexandre, il n'y eut un tel pour faire la guerre. Jean Cuvelier, La vie de Bertrand du Guesclin, 1385. 2000 ans d'histoire. Le 9 mai 1429, le lendemain du jour où elle prenait Orléans, Jeanne d'Arc chargeait un de ses compagnons d'armes d'envoyer un anneau d'or à la veuve d'un homme mort 50 ans plus tôt, Bertrand du Guesclin. Par ce cadeau, elle voulait rendre hommage à celui qui fut avec elle une des deux figures les plus célèbres de la guerre de Cent Ans. Né en 1320 à Bron, non loin de Saint-Brieuc, rien ne prédestinait pourtant du Guesclin à devenir un jour le chef des armées du roi de France. Issu d'une famille de la petite noblesse bretonne, prodigieusement laid, ne sachant ni lire ni écrire, brutal et bagarreur, il n'était jusqu'à l'âge de 37 ans qu'un petit chef de bande harcelant les Anglais dans la forêt de Brocéliande. Totalement inconnu, jusqu'au jour où en 1337, sur la place des Lys à Rennes, du Guesclin participait à un tournoi organisé en l'honneur du mariage de Charles de Blois avec Jeanne de Penthièvre. Messire, qui dois-je crier? Vous n'avez ni parement ni armoirie qui vous fasse reconnaître. Monseigneur, s'il ne dit point son nom, c'est qu'il attend de l'avoir mieux illustré encore. Mais qui est-il? Bertrand? Par Madame la Comtesse de Penthièvre, reine du tournoi, nous proclamons Messire Bertrand du Guesclin, vainqueur de la joute. Au prix de votre valeur. Comme il est dommage que tant de vaillance ne soit dépensée qu'en combat courtois. L'Anglais tient le duché, messire Bertrand. Nos droits seraient heureux d'avoir champion tel que vous. Madame, qu'il vous plaise de me dire où sera la guerre. Pour l'amour de vous, je m'y rendrai. Georges Binois, bonjour. Bonjour. Alors la guerre, c'était la guerre de Cent Ans à laquelle vous venez de consacrer un très beau livre publié chez Perrin, un livre très complet. Et une guerre pendant laquelle donc du Guesclin est devenu avec Jeanne d'Arc une des figures les plus célèbres de cette époque et le chef même de l'armée du roi de France, un destin auquel rien ne le prédestinait. Non, absolument pas, puisqu'il s'agit d'un fils aîné d'une petite famille noble des environs de Rennes et de Dinan, sans richesse, sans nom connu jusque-là, enfin vraiment quelqu'un qui, sans la guerre de Cent Ans, n'aurait jamais été connu dans l'histoire, c'est certain. Et puis une brute un peu rustre, ne sachant ni lire ni écrire, et même je crois véritablement, disons qu'il faisait un peu la honte de ses parents. Alors il va s'illustrer dans plusieurs guerres qui se déroulent à peu près en même temps. Dans le cadre de la guerre de Cent Ans, il y a aussi la guerre de succession de Bretagne. C'est là qu'il va se faire connaître, car la Bretagne, depuis la mort de son duc Jean III, eh bien, elle avait deux prétendants, et là, les Français, enfin les Bretons eux-mêmes, vont se diviser. Il y avait Jean de Montfort, qui était soutenu par les Anglais, qui occupait le duché, puis alors Charles de Blois, qui était le neveu du roi de France, Philippe VI, et c'est de ce côté-là que va se battre du Guesclin. Oui, il fallait choisir son camp. Alors, d'une façon générale, d'une façon globale, les petits nobles de la Basse-Bretagne bretonnants se sont mis du côté de Montfort, donc des Anglais, tandis que les nobles de la partie orientale de la Bretagne se sont plutôt mis du côté de Charles de Blois. Il faut dire que ces gens-là avaient des possessions qui étaient à cheval sur la Bretagne et sur le royaume de France, et que donc, pour des raisons matérielles, eh bien, ils appuyaient plutôt le candidat pro-français dans cette affaire. Ces gens-là, c'est-à-dire les gens du pays gallo, c'est-à-dire C'est ça. l'Est de la Bretagne, qui parlaient le français, contrairement à ceux de l'Ouest qui parlaient le breton. Alors, du Guesclin va donc se battre du côté, justement, de Charles de Blois, c'est-à-dire du côté du roi de France. Et alors, il va se battre pendant une dizaine d'années, un peu comme un chef de bande, au milieu de la forêt de Brocéliande. Les Anglais l'appelaient le Dog de Brocéliande. Oui, le Dog noir de Brocéliande, parce qu'il a la peau très bronzée également.
oui, c'est un bagarreur type, chef de bande, oui, plus ou moins hors la loi, une espèce de, dirait presque un Robin des Bois breton, et ça va durer pendant une bonne dizaine d'années, cette affaire-là, des combats dans lesquels il mène des escarmouches, prend telle et telle forteresse, à coup surtout de ruses, hein, mais sans résultat vraiment spectaculaire. Et puis avant d'être fait chevalier par Charles de Blois, justement, très tard, puisqu'il avait alors 37 ans, c'était en 1357. Je ne suis qu'un chef de bande en forêt. Ne soyez pas ingrat envers la forêt, Bertrand. Elle vous a donné sa force. Son rôle est fini, votre vraie vie commence. Vous allez être armé chevalier. Et à la fin de votre veillée d'armes, ce ne sera plus le chef de bande qui se relèvera, mais le capitaine qui commandera un jour les armées de Bretagne et de France. Qu'il en soit ainsi. Dame du ciel, afin que vous soyez mienne dans les batailles, permettez-moi dans mon cri de guerre de joindre votre nom au mien, Notre-Dame d'Éclin. Notre-Dame Guesclin, c'était le cri de guerre de Bertrand du Guesclin. Vous le rappelez, Georges Minois, vous rappelez toutes les règles de la guerre, du temps justement de la guerre de 100 ans, et tous les chevaliers avaient un cri de guerre. Oui, alors de l'autre côté, bien entendu, Notre-Dame, Saint-Denis, ça variait, ça pouvait varier suivant évidemment les saints qui étaient les plus honorés dans telle ou telle partie de la France, mais on choisissait le cri de guerre qu'allaient crier les hommes à la bataille. Le jour même de la bataille, je dirais, en fonction de celui qui était choisi comme le chef, parce que ça peut paraître assez surprenant, mais c'est très souvent le jour même de la bataille qu'on choisit le chef, celui qui va commander sur le terrain. Et ce sera souvent le cas de du Guesclin, chevalier donc assez tard, à l'âge de 37 ans, et au moment où se termine la première phase de la guerre de 100 ans, après un traité qui va faire perdre à la France à peu près le quart de son territoire, Georges Minois. Oui, le fameux traité de Bretigny. La guerre de 100 ans, on le sait, pendant longtemps a été une guerre absolument catastrophique pour les Français, avec plusieurs traités qui ont fait perdre au roi de France progressivement quasiment tout le territoire, ou tout au moins jusqu'aux 2 tiers des territoires. Alors à Bretigny, en 1360, effectivement, Édouard III enlève à la France... Oui, Édouard III, le roi d'Angleterre, donc enlève à la France tout le quart sud-ouest du pays. Il possédait d'ailleurs par conquête également Calais à cette époque, après un épisode fameux, bien entendu. Alors et en plus, la France, à ce moment-là, est complètement exsangue, dévastée, ruinée. Avec un roi prisonnier, Jean le Bon, le successeur de Philippe VI. Le roi n'est même plus là, le roi est à la Tour de Londres, oui. Il y a les désordres un petit peu partout. À Paris, c'est la Révolution, enfin la situation. Marcel, oui. Ouais. Donc la situation à l'époque est absolument catastrophique. Et où se prolonge, se déroule une autre guerre encore, toujours dans le cadre de la guerre de 100 ans, mais alors que la paix est signée, peu précaire, signée avec l'Angleterre, il y a une guerre qui se déroule en Normandie, qui est ravagée par le roi de Navarre, Charles le Mauvais, une guerre dans laquelle, justement, du Guesclin va se distinguer. Oui, alors ce Charles dit le Mauvais, c'est pas ses admirateurs qui l'appelaient comme ça, c'est sans doute. certain, il était sans doute pas plus mauvais que les autres, mais il était donc roi de Navarre et il était prétendant, il avait des droits sur le royaume de France également. Il y avait trois prétendants, il y avait donc le Valois, il y avait le roi d'Angleterre, Édouard III, et puis il y avait ce Charles le Mauvais, roi de Navarre, qui était petit-fils d'un roi de France par l'intermédiaire de sa mère. Et ce personnage avait des territoires très étendus en Normandie, notamment dans le Cotentin et en Basse-Normandie. Et donc une des tâches de du Guesclin va consister à essayer de le déloger de ces territoires normands. Et c'est contre lui d'ailleurs que du Guesclin va remporter sa première grande bataille, celle qui va le faire connaître au-delà des limites de la Bretagne, qui est la bataille de Cocherel. C'est cette bataille qui fait sa renommée, c'est cette bataille aussi qui le fait ou qui lui permet de devenir
très proche du roi de France qui est devenu Charles V. Oui, parce que le roi Jean II venait tout juste de mourir, le roi prisonnier, et c'est donc Charles V, nouveau roi, qui entreprend de reconquérir cette Normandie. Alors à Cocherel, effectivement, du Guesclin a été choisi par les autres personnages importants comme le plus capable, le plus à même de diriger les troupes, et il remporte là une victoire remarquable avec des effectifs, je dirais, relativement limité, c'est vrai, mais c'est une victoire assez éclatante et dans laquelle du Guesclin fait preuve de certains dons tactiques assez exceptionnels. Et donc se fait remarquer par Charles V, par le nouveau roi, auprès de quel, dites-vous, Georges Minois, il va jouer le même rôle que Saint-Éloi auprès de Dagobert, que Sully auprès d'Henri IV, que Richelieu auprès de Louis XIII. C'est assez extraordinaire, brusquement, la confiance que Charles V, les deux hommes étant totalement à l'opposé l'un de l'autre, n'ayant pas eu tout le même caractère ni le même mode de vie, ils vont être très proches l'un de l'autre. Oui, très proches, tout en étant effectivement complémentaires. Ils sont surtout complémentaires. Du Guesclin, c'est un petit peu la brute analphabète qu'on a évoquée tout de suite. Ça va donc être l'épée du roi. Et du Guesclin admire dans ce roi la sagesse de Charles V, Charles le Sage, sa culture, tout ce que du Guesclin n'a pas, et vice-versa. Le roi qui physiquement est faible, Charles V ne pouvait pas se battre. Il avait de la difficulté à soulever une épée. Donc Charles V, il lui faut un personnage, un guerrier, mais en même temps un guerrier qui ne soit pas quelqu'un de la grande noblesse, qui peut toujours être dangereux, bien entendu. Alors du Guesclin, c'est donc le personnage idéal pour lui. C'est le bras fidèle, qui n'a pas de prétention politique, auquel on va donc pouvoir confier toutes les tâches guerrières. Alors parmi ces tâches guerrières, il y en a une qui était très importante, c'est que la France, malgré la trêve provisoire conclue avec les Anglais, était, avec la Normandie, ravagée par Charles le Mauvais. Il y avait aussi le soulèvement d'Étienne Marcel, et il y avait aussi, alors ravageant toute la France, ce qu'on appelait les grandes compagnies. C'était quoi les grandes compagnies, Georges Minois? Alors les grandes compagnies, ce sont des troupes de mercenaires. Parce qu'une des innovations de la guerre de Cent Ans, en tout cas pendant la guerre de Cent Ans, les rois de France ont de plus en plus recours à des troupes soldées, à des mercenaires, parce que les armées féodales traditionnelles devenaient un petit peu désuètes. Donc on recrute des troupes de mercenaires qui obéissent chacune à un chef de bande. Le problème, c'est que, évidemment, lorsqu'on signe un traité, ces mercenaires se retrouvent en chômage. Et comme ils n'ont pas d'autre occupation que de faire la guerre, comme ils ne savent pas faire autre chose, en fait, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à vivre sur le terrain, à piller, saccager, alors comme de véritables nuées de sauterelles, je dirais, à travers tout le royaume. Alors là, après le traité de Brétigny, notamment, voilà des milliers de gens, de semi-brigands qui se retrouvent sans emploi et dont il va falloir essayer de se débarrasser. Et c'est ce que Charles V demande à du Guesclin. Je suis venu à vous de par le roi qui tient la France, pour vous emmener sur les païens, une sainte entreprise qui nous vaudra l'absolution de nos péchés. C'est en Espagne que je peux vous mener. Vous serez bien payé. Je vous ferai délivrer par le roi de France 100 000 florins d'or. Dis-nous, Guesclin, que veut ton roi de France? Nous faire suer Dieu sait quel soir? Nous mener noyer comme chiens galeux? Les chiens galeux, le roi ne les noie pas. Il les fait pendre. Et si vos hommes restent en ce pays, leur gorge pourrait bien apprendre ce que pèse leur cul. Je ne sais pas, Georges Minois, si du Guesclin parlait comme on vient de l'entendre dans cet extrait de film. Il avait un langage assez grossier, dit-on. Oui, probablement. On ne sait pas évidemment quelles expressions il utilisait. Tout ce qu'on connaît, l'essentiel de ce qu'on connaît de lui vient du poème de Cuvelier, cet énorme poème de 25 000 vers qui raconte sa vie. Mais évidemment, on n'a pas de certitude absolue sur la façon dont s'exprimait le breton. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il part en Espagne, à la fois pour éloigner ces grandes compagnies dont vous parliez à l'instant, mais aussi pour participer à une autre guerre qui, elle aussi, se greffe un peu
sur la guerre de 100 ans, sur la guerre franco-anglaise, Georges Minois? Oui, alors en fait, la guerre de 100 ans, on le voit, est en train de s'étendre un petit peu partout autour du territoire français. Alors en Espagne, effectivement, en Castille, il y a aussi là une affaire d'affrontement de deux prétendants. Il y a Pierre le Cruel, roi de Castille, le roi légitime, et puis il y a son demi-frère, bâtard, Henri de Trastamare, qui voudrait bien le détrôner. Et voilà une bonne occasion justement d'employer, de trouver du travail pour les mercenaires. Qu'ils aillent aider Henri de Trastamare à renverser Pierre le Cruel. Pour le compte du roi de France. Pour le compte du roi de France, qui permettra donc d'avoir au sud une Castille alliée de la France, qui était très important parce que la flotte castillane était l'une des plus importantes de l'époque et contre les Anglais, c'était un auxiliaire non négligeable.